Hello les amis, j'espère que vous... Alors, on est réunis ce soir pour un nouvel épisode de la touche animale qui, pour une fois n'est pas coutume, n'est pas sur Brut mais sur Instagram. Et j'ai le bonheur de recevoir ce soir et bien sûr Patrick Violas qui a fondé le Zoo-Refuge de la Tanière. Et vous allez voir, c'est vraiment un endroit absolument incroyable. On va vous raconter un peu toute l'histoire du Zoo-Refuge de la Tanière une fois que Patrick m'aura rejoint. Vous aurez bien tout simplement l'histoire des animaux qui sont présents, également ce que vont devenir les animaux des cirques, puisque vous n'êtes pas sans savoir que d'ici quelques années, il n'y aura plus d'animaux sauvages dans les cirques. Donc on va parler de tout ça avec Patrick. Évidemment également de comment aider le zoo-refuge de la Tanière. Donc c'est un peu tout ça qui est au programme de l'émission. Vous avez 1 heure, et bien tout simplement pour poser vos questions. Enfin on devrait arrêter vers 19h45, mais ça vous laisse quand même un peu de temps pour poser vos questions. Et je vais inviter Patrick dès qu'il est par là. Je crois qu'il est par là puisque je l'ai vu. Et voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à poser toutes vos questions et on va évidemment parler de... Voilà. Salut Patrick, comment ça va? Bonsoir, ça va bien, la technique fonctionne. La technique fonctionne. Je crois que pour une fois, on n'a pas de problème de son. Tout va bien. On devrait réussir cette semaine puisque là, on a essayé il y a 15 jours et ça a été un désastre. On ne va pas vous mentir. Mais là, c'est bon. Cette semaine, c'est la bonne. Mon Patrick, je suis vraiment ravi de te recevoir. On a plein de choses à voir ensemble. Et déjà, je voudrais bien que tu te présentes un peu à la communauté, nous dire un peu ton parcours et finalement pourquoi tu as monté cet incroyable endroit qu'est le zoo-refuge de la Tanière. Alors, je m'appelle Patrick Violas. Avec mon épouse Francine, nous avons une première vie professionnelle, une vie business. On avait une entreprise dans le monde de la téléphonie mobile. On a cédé cette entreprise qu'on avait démarrée 20 ans plus tôt. On a cédé cette entreprise en 2009. On avait 1800 collaborateurs, 270 magasins à travers la France. Oui, donc pas une Et petite entreprise, on était sur une grosse voilà, entreprise quand même. la technique commence à faire des siennes. Non, moi je t'ai Non, bien. c'est bon. Moi, franchement, tout va bien. J'ai On a bien le cédé temps. notre entreprise en 2009. Alors, dans notre première vie, qui était notre vie professionnelle, on s'est occupé beaucoup d'humains. Beaucoup d'humains, on s'est occupé principalement de jeunes en difficulté physique ou mentale, des jeunes en difficulté avec des substances, des choses. On s'est occupé de pas mal de jeunes. Et je constate aujourd'hui d'ailleurs que s'occuper d'un jeune en difficulté avec des produits interdits, c'est plus de travail que de s'occuper d'une tigresse, par exemple. Et, euh, quand on a vendu notre entreprise, parce qu'il était temps, je pense, euh, on s'est regardé, on a dit, ben voilà, on était jeunes. À l'époque, j'avais encore que 50 ans. Et qu'est-ce qu'on va faire? On était hors de question qu'on s'arrête. Et on a créé, donc, au début, ce qui n'était qu'une petite ferme pédagogique, ça s'appelait La Renaissance. On avait chez nous des animaux domestiques, vaches, moutons, cochons, chevaux, mais déjà tous des animaux issus de sauvetage, de récupération. On avait mis un jour un mouton à 5 pattes. Euh, Mais genre vraiment, et genre un vrai mouton à oui, 5 pattes? ouais. Ah C'est oui. un mouton qui avait poussé une appendice et le monsieur l'avait mis en vente aux enchères sur un fameux site et on l'a récupéré, voilà, pour pas qu'il soit exposé comme une bête curieuse. Et puis on a commencé, c'était cette ferme pédagogique, on faisait visiter cette ferme pédagogique aux enfants des écoles et aussi et surtout aux enfants en difficulté également physique ou mentale, le contact avec les animaux leur faisant un bien extraordinaire. Et puis, petit à petit, sont arrivés les animaux sauvages. Le premier animal sauvage qu'on nous a confié, c'était un daim, un bambi. Et puis après, il y a eu plus de daims. Les premiers gros troupeaux de daims qu'on avait eus venaient à côté de Rouen, là-bas, à Ouassel, à l'école nationale de police, où ils forment les policiers là-bas. Le président, le directeur du parc avait quelques années plus tôt introduit quelques daims, mais les daims s'étaient reproduits, reproduits, reproduits. Il y en avait une cinquantaine. Ils n'étaient pas en règle, pas de certificat de capacité, rien. Et du coup, la police avait saisi les daims de la police. Euh, donc, ces daims allaient être euthanasiés. Voilà. On a réussi en attraper pas mal, à en prendre pas mal. Malheureusement, ceux qu'on n'a pas pu sauver, voilà, ça s'est mal terminé pour eux. Et puis après sont arrivés des wallabies, des petits kangourous. Et puis on a fait à l'époque la rencontre d'un couple en Espagne, des anciens personnes du cirque, Paolo et Lisa.
qui travaillaient en freelance pour des cirques et pour des parcs animaliers, mais qui savaient qu'ils n'étaient pas à leur place, c'était pas leur monde, et ils adoraient plus que tous leurs animaux. Ils avaient des ours, des otaries, et aussi accessoirement 3 enfants. Je dis accessoirement parce que tout ça c'était une grande famille. Et voilà, on est allé voir en Espagne, fin fond de l'Espagne. On leur a demandé s'ils voulaient faire un bout de chemin avec nous. Ils ont mis un mois à remonter parce que quand on est tout seul à conduire un spermorque et qu'on en a 5, ben, il faut en emmener un, il faut aller chercher l'autre, etc. Et ils sont arrivés chez nous, voilà, ils sont arrivés chez nous il y a 6-7 ans. Et puis, l'aventure a pris des tours à ce moment-là. Et puis, les autorités se sont aperçues qu'on existait. L'OFB, principalement, qui est l'organisme français de la biodiversité, les gendarmeries, les parquets, etc. Et puis, ben, voilà, comme ça, petit à petit, mais on va le développer ensuite, les animaux sont arrivés de plus en plus nombreux, de plus en plus sauvages et grands. Et voilà. Oui, parce que du coup, là, on part vraiment d'une ferme pédagogique qui devient quand même finalement quand même un très grand zoo qui est effectivement un zoo refuge. Hein. C'est une vraie différence par rapport à d'autres zoos qu'on connaît en France, mais où effectivement vous partez vraiment de quelque chose qui est plutôt pour aider l'humain, où là vous retrouvez finalement à sauver des animaux sauvages qui viennent effectivement souvent de saisie d'État, que ce soit avec effectivement les différents services de l'État, des DPP ou autres, avec du coup, mais avec en plus pas, et ça on en parlera certainement à la fin, on va pas développer tout de suite, mais avec en plus pas forcément d'aide de l'État en question, d'être en mode où il faut quand même aussi beaucoup compter sur un peu les entrées que font le parc. Tout à fait. Alors, comme les animaux arrivaient de plus en plus nombreux, de plus en plus gros, de plus en plus compliqués, de plus en plus malades, on s'est dit on ne pourra pas vivre. Mon épouse et moi, on avait décidé de mettre. On avait une entreprise importante, on l'a vendue. On a, à l'époque, je suis transparent, je dis tout en direct, à l'époque, récupéré 30 millions d'euros que l'on a mis pour construire le parc. Donc nous, on pouvait faire construire le parc, mais seulement quand on a vu tous ces animaux et que ça allait coûter très cher en personnel, en nourriture, en soins, on s'est dit on ne pourra pas vivre de l'air du temps, et même si on demande aux gens de nous aider, les dons ne suffiront pas. Donc on va créer ce qu'on appelle le premier zoo refuge. Alors c'est avant tout un refuge. La partie zoo n'est que économique, hein, parce qu'il faut qu'on rentre de l'argent. Aujourd'hui, le zoo fonctionne, le parc fonctionne, le refuge fonctionne pour moitié avec les dons et pour moitié avec les entrées. En plus, c'est vrai qu'on a vécu des périodes compliquées parce qu'on devait ouvrir au printemps 2020, et puis qu'il y a eu le Covid et qu'il y a eu plein de problèmes qui qui auraient pu nous couler complètement. On s'est sorti, on s'est battu grâce à la Oui, générosité parce du que public. Patrick, du coup, mais et pour moi, comme pour les gens qui nous regardent, c'est vrai qu'on se dit que 30 millions d'euros, ça paraît une somme folle. On se dit qu'effectivement, 30 millions d'euros, on pense qu'on peut vivre des années et des années avec. Mais c'est vrai, quand on se lance dans un zoo-refuge comme vous l'avez fait, effectivement, tous les deux, puisque c'est vraiment une histoire, au-delà de l'histoire entrepreneuriale avant, c'est une histoire de couple que vous avez créée. Mais c'est vrai qu'on se dit que 30 millions d'euros, finalement, on peut vivre hyper longtemps. Mais c'est vrai que quand vous créez le parc, puisque moi 30 j'ai la millions chance d'euros, oui. les infrastructures sont incroyables. Et évidemment, sauver ce type d'animaux en termes de soins, d'alimentation, de payer le personnel, bon, bah oui, en fait, on ne se rend pas compte, mais que finalement, les 30 millions d'amis, j'allais dire les 30 millions d'amis, les 30 millions d'euros, pardon, ils partent très, très vite. Oui, 30 millions d'amis. Euh, les, euh, oui, parce que construire, on a de refuge que le nom. Nos installations sont des vraies installations. C'est-à-dire que on va pas sortir un animal de 3 mètres carrés pour dire on est content, on l'a mis dans 5 mètres carrés. C'est pas du tout ça le but. On veut que l'animal soit au mieux, soit bien. Alors, vous savez, je vais prendre quelques exemples. On a chez nous une clinique vétérinaire, une vraie clinique vétérinaire. On a 3 vétérinaires à temps complet. Une clinique vétérinaire à construire, quand vous mettez tout bout à bout, et y compris le matériel, radio, laser, etc. Ben voilà, vous mettez tout de suite 1 million d'euros sur la table. Euh, on a un bâtiment qui est crucial pour nous, qui est un bâtiment le bâtiment de quarantaine. Le bâtiment de quarantaine, c'est tous les animaux qui rentrent chez nous doivent passer par ce bâtiment de quarantaine pour pas amener de maladies, de microbes, de virus aux autres animaux du parc. Euh, donc, ce bâtiment, c'est un bâtiment très spécial où l'air est changé toutes les 6 minutes, tous les jus sont récupérés. On est capable de mettre dans la quarantaine un perroquet comme un tigre ou un lion. Il y a plusieurs sous-quarantaines.
Un bâtiment de quarantaine, ça coûte 1,5 million d'euros à construire. On a un bâtiment éléphant, vous remettez encore un ou 1,5 million d'euros, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est Voilà. ça, en fait. Donc, Enfin, effectivement, pour nous, on se dit que 3 millions d'euros, c'est une somme énorme. Mais comme tu le dis si bien, ça devient très vite, finalement, une goutte d'eau pour pouvoir s'occuper de tous les animaux qui rentrent effectivement à la tanière. Et donc, à quel oui, moment, du coup, tous les deux, vous vous dites, OK, alors en fait, enfin, tu l'as un peu dit, où vous rencontrez un couple de circassiens que j'avais la chance de rencontrer avec les ours. À quel moment vous vous dites tous les deux, bon, bah finalement, en fait, OK, on était sur une ferme pédagogique et maintenant, en fait, il faut aller plus loin. À quel moment vous vous dites ça? alors on se le dit, ça a toujours un peu été notre histoire, hein, mon épouse et à moi. Quand on a, quand on a décidé de céder notre entreprise, je reviens sur le monde d'avant parce que ça explique un peu la façon dont on a de réagir. Quand on a décidé de céder dans notre entreprise, c'était en 2009. On avait, je le disais tout à l'heure, 1800 collaborateurs. C'était une grande famille. Vraiment, c'était une grande famille. Vraiment, on est déjà aux quatre coins de la France, mais c'était voilà. Et je, Ah, je t'ai un peu mais perdu, j'appelais Patrick, mais les ça va gens revenir. aux quatre coins de la France pour leur souhaiter leur anniversaire. À la fin, on passait nos week-ends à aller à des baptêmes et des mariages. On n'avait plus un week-end pour nous. Et quand on a cédé dans notre entreprise, on a décidé un jour, un soir, ensemble, en 3 minutes avec mon épouse, parce que un jour, on reçoit un courrier il y a un invité, un courrier d'un de nos collaborateurs, qui, au lieu de marquer son nom, avait marqué son numéro de matricule. Attends, je fais passer le chat. Avait marqué son numéro de matricule. Et là, on s'est dit, on a raté quelque chose, quoi. C'est pas ce qu'on veut. Et ce soir-là, on était en train de boire un apéritif tous les deux. On a dit, on arrête. Il est temps, on a construit un truc énorme. On faisait 300 millions de chiffre d'affaires, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. On Je dit vois, stop. je te coupe Donc, on a d'ailleurs, toujours pris des décisions comme ça, depuis, quoi, rapidement. depuis le début du live, je te coupe 5 minutes, mais depuis le début du live, en fait, il y a plein de tes anciens collaborateurs qui mettent des messages que je vois défiler et qui effectivement disent vraiment, oui, c'est une grande famille, merci Patrick pour tout ce que tu as fait pour nous. Enfin, il y a eu un paquet de messages que tu pourras certainement revoir après, mais où effectivement, on sent bien le côté familial que vous aviez instauré tous les deux, quoi. Je t'entends de façon très hachée. Alors moi, je t'entends super bien. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Oui, alors, voilà. Donc, on a toujours pris des décisions comme ça. Et quand on a créé cette ferme pédagogique, au début, cette ferme pédagogique, c'était un budget de 300 000 euros par an. C'est pas des grosses constructions. Et voilà, on vivait avec ça. S'il fallait remettre un peu d'argent tous les ans dedans, parce qu'on faisait payer l'entrée à l'époque aux gamins 1 euro ou 2 euros symboliquement pour qu'il y ait quelque chose. Et oui, ce couple, ils n'avaient pas l'eau, on a un peu accéléré les choses. Et puis ces animaux qui arrivaient, on se voyait pas dire on va rien faire. On nous appelait pour les animaux. On ne pouvait pas dire non, ben non, on peut pas. Je sens que souvent. Et puis à ce moment-là, on commençait à nous appeler quelques personnes du cirque, quelques autres personnes du cirque, avec des tigres, avec des lions, des animaux en retraite hein, de cirque. On parlera des cirques tout à l'heure parce que un des mots de leitmotiv de la tanière, c'est de jamais être dans le jugement. Hein. On est dans l'action et on s'occupe des animaux. C'est ce qui nous intéresse. Comme pour les animaux de laboratoire, on en parlera également. Euh, et on commençait à arriver, je me souviendrai toujours, le jour où est arrivée la première tigresse. C'est un monsieur qui avait un cirque dans Paris à l'époque, qui nous a amené cette tigresse. Quand j'ai vu descendre la cage du camion et j'ai entendu la Formule 1 qui avait dans la pièce, ça faisait un bruit de Formule 1. J'ai, je me suis pris la tête à deux mains et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait là? Et là, on s'est dit, ça rigole plus, quoi. Ça rigole plus, on est obligé de. Donc on s'est dit, voilà, on peut pas faire les choses à moitié. On n'a jamais fait les choses à moitié. Avec mon épouse, on a cette chance-là, c'est que on se regarde une fois et on s'est compris, quoi. Et, euh, et on a dit, bah voilà, on y va, on met tout, et puis advienne ce que pourra, mais on va faire notre part du job, mais en même temps, c'est du bonheur. D'abord, je veux dire à tout le monde que le fait d'avoir plusieurs vies, c'est une chance extraordinaire. Je souhaite à tout le monde d'avoir plusieurs vies. Moi, j'ai démarré comme vacher, je trayais les vaches. Après, j'ai été vendeur dans l'automobile. On a créé notre entreprise. Et ensuite, on a cette vie-là. Ce sera sûrement la dernière, mais c'est une chance extraordinaire de pouvoir voir plusieurs choses. Je le souhaite vraiment à tout le monde. On a basculé, on s'est dit, on met tout. Et comme on ne fait pas les choses à moitié, voilà, on a mis corps et âme dedans parce que je garantis que c'est pas tous les jours très facile, quoi.
Ouais, ça exactement. Et donc, du coup, la tanière voit le jour sur un projet un peu fou. Et parce que là, bah, du coup, il faut faire. Et là, en fait, finalement, vous devenez un peu l'endroit de référence aussi pour plein de personnes pour amener les animaux. Donc, j'imagine qu'il y a un moment où vous êtes un peu submergé aussi par tous ces animaux qui arrivent, puisqu'il y a quand même pas beaucoup d'endroits en France où cela est possible. Oui, alors ce qu'il faut savoir, donc déjà, c'est que les, allez, les deux tiers des animaux qui sont chez nous sont des animaux qui arrivent sur des saisies. Alors, des saisies, c'est des saisies sur du trafic. On fait des fois des opérations sur des gros trafics. Des saisies sur de la détention illégale, parce que pour avoir un animal sauvage, il faut avoir un certificat de capacité. Et puis, il y a tous les risques, hein, dangereux, c'est dangereux. Et des saisies pour de la détention, des fois, en étant en règle, mais la détention dans des conditions lamentables. Ce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, là, en 2022, on a fait une opération, on a été chercher 46 animaux. C'est quelqu'un qui avait quasiment un petit zoo privé pour lui, mais dans des conditions lamentables. Ça partait du perroquet en allant jusqu'au tigre. Qui Euh, était du coup Patrick, qui était un zoo déclaré, enfin où les gens venaient visiter, ou c'était quelqu'un qui c'était finalement c'est laissé quel- submerger par le nombre d'animaux qu'il a recueillis ou... c'est quelqu'un qui s'est construit une collection, mais à un moment donné, sans prendre conscience de l'argent que ça coûte, quoi. De l'argent que ça coûte à entretenir, à nourrir. On ne peut pas nourrir les animaux qu'avec des récupérations à droite à gauche. Il y a des soins, il y a des espaces qui sont pas les bons. On peut pas faire pour des tigres ou pour des lions des enclos avec des grilles en ferraille parce que ça rouille. Les lions, ça fait pipi et de l'urée. Donc si on met pas de l'inox, c'est pourri. Euh, Ça demande du travail de nettoyer. Pour information, aujourd'hui à la tanière, il y a 90 salariés. Je parle pas des bénévoles, il y a les bénévoles en plus. ce qui est, Il y a ce qui est énorme. 90 En fait, salariés. on ne se rend pas compte, mais enfin, je veux dire, tout le monde ne peut pas se rendre compte, mais 90 salariés, effectivement, enfin, je veux dire, en termes de charge, c'est énorme. Enfin, c'est C'est vraiment énorme, c'est une vraie entreprise. Alors, donc, les deux tiers des animaux arrivent sur des CDI. Je vous raconterai après comment ça se passe, ces CDI. Après, il y a des animaux en retraite du monde du spectacle, alors, monde du spectacle au sens large, hein, cirque, cinéma, etc. Mais Et ça, aussi, on peut peut-être en parler dès maintenant, Patrick, si tu le veux bien, puisque effectivement, il y a beaucoup d'animaux de cirque. Historiquement, à la tanière, il y a déjà beaucoup d'animaux de cirque. Il y a beaucoup de circassiens qui soit vous confient effectivement ces animaux, soit sont des animaux qui sont saisis par les autorités. Donc ça, c'est une certaine chose. Mais là, en plus, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a donc une loi qui est passée, hein, qui est passée non seulement à l'Assemblée et en plus au Sénat, pour qu'effectivement les circassiens ne puissent plus détenir d'animaux sauvages. Et ça, du coup, à la tanière, comment est-ce que vous appréhendez cette loi et ce qui va se passer, même si pour évidemment la majorité, c'est une bonne nouvelle, mais par contre, comment est-ce que vous allez enfin, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de structures qui sont en mesure d'accueillir ces animaux. alors, Donc, vous, comment est-ce que vous allez vous préparer finalement à pouvoir accueillir ces animaux à la tanière? Parce que c'est énorme et que l'on sait très bien, et on en parlera, mais que vous n'avez pas beaucoup d'aide finalement des pouvoirs publics. ça fonctionne très très mal, mais j'ai cru comprendre ce que tu voulais, ce que tu Ah, disais. Euh, alors, deux choses. Il faut parler de ce qui se passe aujourd'hui et depuis des années, et ce qui se passera pour les animaux sortis du cirque. Euh, sortent du cirque. Euh, le, Jusqu'à maintenant, euh, l'État nous confie les animaux, enfin les services hein, de l'État au sens large, mais c'est vrai, ils ne payent pas. Alors, je veux juste rétablir un truc, parce que c'est un sujet complètement d'actualité chez nous. On a déposé un dossier pour devenir fondation. Euh, et tant pis, je balance un peu. Dans ce dossier pour devenir fondation, on a reçu il y a quelques jours un curé qui nous dit si tout va bien, vous dites régulièrement que l'État vous confie les animaux et il ne paye pas. Il ne faut plus dire ça. Bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de dire la vérité. Mais clairement, on nous l'a écrit de tout en haut, faut pas dire ça. Alors, et l'État se gargarisant en disant oui, mais on paye, on vous a aidé. Alors, il y a eu la période de Covid où toutes les entreprises ont reçu des aides de façon, pour certaines, monumentale. Nous, pendant la période du Covid, on n'avait pas le droit aux aides puisqu'on n'était pas ouvert avant au public oui, et on c'est n'avait pas de ça. chiffre d'affaires. Oui. Et on a fait tellement de bruit qu'on a reçu
Le Covid nous a coûté une perte de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros d'entrées qu'on n'a pas fait. On a reçu en tout et pour tout 1 million d'aides. 1 million d'aides. 700 000 de l'État, du ministère, et 300 et quelques mille de la région. Et je remercie beaucoup d'ailleurs pour ces aides. Tout ça, ça a démarré un jour, allez, une petite anecdote là-dessus. Ça a démarré un jour, j'avais fait un peu de bruit sur les réseaux sociaux en disant on ne nous aide pas, nous, parce qu'on ne rentre pas dans les cases, etc. Et un matin, mon téléphone sonne, il y a un monsieur qui m'appelle, qui me dit bonjour, vous êtes Patrick Vieilla? Je dis oui, il me dit je suis François Hollande. C'est le petit coup de fil du matin qui fait plaisir quand même. Ok. Voilà. Il me dit je vais essayer de faire en sorte de vous aider. François Hollande a appelé la région. La région s'est bien bougée. Je les remercie vraiment. On fait nécessaire. J'ai eu la chance qu'on soit en période d'élection régionale. Et du coup, il y a eu le ministère après qui s'est bougé, etc., etc. Tout le monde sait. Bon. Donc, on a reçu 1 million d'aides. Alors, je remercie pour tout ça. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on aurait pu prétendre avoir comme aide. Et ce n'est pas du tout à la hauteur des pourcentages qu'ont reçus l'ensemble des entreprises à l'époque avec autant de salariés. Mais bon, c'est bien, on a pris ça. Et alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on m'interdit grosso modo de dire l'État ne paye pas. Non, l'État ne paye pas au quotidien quand on reçoit les animaux. Et puis même, si j'ai reçu 1 million d'aides, ça fait 3 mois de fonctionnement de la tanière. D'accord? Ça fait pas. Oui, c'est ça. Ça reste, enfin, même si effectivement, c'est pas une somme négligeable, ça reste un peu une goutte d'eau dans Voilà. l'océan. Donc, c'est important. Donc ça, c'est pour le passé. Et puis encore, vous savez, très souvent, quand on va chercher des animaux, nous nous déplaçons pour aller les chercher, mais on le fait bien volontairement, bien volontiers. On ne rechigne pas, on est content d'aider l'OFB qui, je le signale au passage, fait un travail extraordinaire, fait vraiment un très très bon travail. Mais je reviendrai dessus après. Et on est content de les aider quand on peut. Des fois, ils nous demandent d'aller à 5, 6 ans à travers la France en même temps parce qu'il y a des perquisitions et dans la moitié des endroits, on n'y va pour rien parce qu'il n'y a plus d'animaux. Mais c'est pas grave, on le fait bien volontiers. Et même si on doit traverser la France pour aller chercher un serval, on va traverser la France pour aller chercher un serval. Ensuite, pour ce qui est des animaux en retraite de cirque, je ne peux pas tout dire, mais l'État va payer. Oui, du coup, donc, juste pour préciser, Patrick, quand on parle d'animaux en retraite de cirque, c'est ceux déjà actuellement ou c'est ceux qui vont être concernés par la loi qui font qu'en fait, finalement, il ne pourra plus y avoir d'animaux. Donc, il faudra bien trouver une solution pour tous ces animaux qui sont actuellement dans les cirques. Alors, oui, alors aujourd'hui, donc il y a cette loi qui est passée. Aujourd'hui, dans les cirques, il y a entre 400 et 500 animaux sauvages en France, dont la plus grande partie sont des fauves. Donc personne aujourd'hui n'a les structures pour les accueillir. Enfin si, il y aurait une solution, mais personne. En même temps, c'est compliqué, je l'explique. C'est que aujourd'hui, quand on dit 400 animaux et qu'on sait qu'en France, il y a quelque chose comme un peu plus d'une centaine de parcs, ça devrait être assez aisé à régler comme problème. Mais tous les parcs ne peuvent pas les prendre et tous les parcs ne veulent pas forcément les prendre parce qu'il faut savoir qu'à la tanière, on passe 3 fois plus de temps soigneur par animal que dans un parc normal. Ces animaux du cirque demandent du temps, ils sont habitués à l'humain, ils ont besoin qu'on ne peut pas passer juste et distribuer la nourriture et partir, ils ont besoin qu'on passe du temps avec eux. Mais avant de développer ça, je voudrais quand même juste revenir 2 secondes sur le monde du cirque. Les gens du cirque ne sont pas des méchants. Ne sont pas des méchants. Il faut rétablir les choses. La vraie problématique, et ce que j'ai toujours dit, moi, c'est d'avoir des animaux enfermés dans des camions et de se déplacer dans des camions. C'est ça le vrai problème. Moi, j'ai essayé de défendre auprès du ministère, et j'essaye toujours de défendre au ministère, que puisque l'État est prêt à payer pour aider à construire des installations pour ces animaux, qu'on donne la possibilité à ces gens-là qui ont leurs animaux et qui ne veulent pas s'en séparer, de construire et s'installer quelque part leurs animaux dans des bonnes conditions. C'est une des solutions. Parce qu'on enlève les animaux du cirque, peut-être, mais qu'est-ce que les gens du cirque, il va falloir qu'ils continuent à travailler. Ils n'ont pas tous les moyens de se réinventer, de prendre des trucs 3D, machin, etc., pour faire du spectacle virtuel. Il ne faut pas s'occuper simplement des animaux. C'est comme c'est le cas sur plusieurs, effectivement, cirques à Paris,
où on passe bien sûr sur un spectacle qui est très différent, enfin qui est très différent du cirque qu'on a connu nous plus jeunes, on va dire. Oui, puis je reviens 2 secondes là-dessus sur le cirque. Moi, quand j'étais petit, tous les mercredis soirs, je crois, on regardait la télé La Piste aux étoiles. Mm. La Piste aux étoiles, c'était mythique. Il fallait pas y toucher. Et on regardait des animaux sauter dans les cerceaux en feu, etc. Et tout le monde regardait ça. Oui, oui, C'est juste, c'est simplement que le monde évolue, qu'on est au XXIe siècle. Donc, comme on ne peut plus accepter ça parce qu'on est au XXIe siècle, de la même manière qu'il y a 50 ans, si tu avais un accident le long de la route, alors que tu étais en état d'ébriété, quand tu allais au procès, le juge disait c'est pas de sa faute, il était ivre. C'était une circonstance atténuante. Ça a c'est un vrai. peu changé. Le monde Oui, change. ça a un peu changé, bien sûr. Voilà. Le monde change. Et puis, il y a, sans faire du tout de rapprochement politique, depuis 5 ans, 6 ans bientôt, on a une classe politique beaucoup plus jeune. C'est pas à dire c'est bien, c'est pas bien. On a des députés beaucoup plus jeunes. Ce mouvement En Marche a amené des députés beaucoup plus jeunes, beaucoup plus concernés par cette cause animale. Faire la cause Et animale, oui, bien aussi, et peut-être surtout, dans les gens qui nous dirigent aujourd'hui, on a 50% de femmes qui sont, elles, en effet, encore plus sensibles à la cause animale. Et moi, je travaille avec des députés ou avec des préfets des préfètes à travers la France. Et croyez-moi, quand c'est une femme députée ou une femme préfète qui tient un dossier sur de la maltraitance animale, le dossier, il va au bout. Il va jusqu'au bout. sûr. Alors là, je vois les gens qui nous écoutent se redresser pour les femmes, mais c'est la vérité. C'est juste la vérité. Donc, c'est une question d'évolution. On est au XXIe siècle. Les choses doivent évoluer. Il faut le faire avec les gens du cirque, parce que ce sont des gens qui connaissent parfaitement leurs animaux, qui ont un savoir-faire extraordinaire. Vous savez, nous, à la tanière, tu sais, on pratique toujours le medical trading. Le medical trading, ça Et consiste à... que vous pratiquez de manière incroyable, en plus sur les éléphants, puisque les éléphants, c'est quand J'ai du mal même à entendre. je te disais, en plus, vous le pratiquez de manière absolument incroyable sur les éléphants, puisque les éléphants, c'est quand même une espèce à part où tu fais pas ce que tu veux, quoi. Oui, alors, j'ai pas tout entendu la question, pardon. Bah, je te parlais des éléphants et du medical training. Si tu Alors, entends ça ça. fait... Oui. À mon Non, avis, mais je crois continue, pas que tu continue. sois à l'image, tu dois être dans une piscine. Mais pas du tout. Alors écoute, j'aimerais bien être dans la piscine, mais alors pas Là, du c'est tout. bon, là. Ok, je te parlais effectivement du travail incroyable de medical training que vous faites avec les éléphants qui ne sont absolument pas une espèce que tu peux soigner facilement. Enfin, je veux dire, on sait qu'un éléphant, généralement, il tue une personne dans sa vie. Non, là, je crois, peut-être, je vais répondre en pensant que j'ai la bonne question. Oui, donc on apprend à tous les animaux, nous, à, à, à pouvoir faire des prises de sang sans les endormir, aux tigres, aux lions, etc., à ouvrir la gueule pour comprendre l'état de leurs dents, s'il y a des problèmes, etc., et y compris aux éléphants. On fait des prises de sang aujourd'hui à nos éléphants comme ça, on est capable de leur soigner les dents comme ça, on leur prend la température 2 fois par jour, on est capable de faire une prise de sang à l'oreille, il donne son oreille pour qu'on puisse faire la prise de sang. Voilà. On sait mettre un thermomètre, on fait. Et ce medical trading, il a été inventé par le monde du cirque. Alors, encore une fois, ça c'est juste pour dire que oui, pour moi, les animaux dans les camions de cirque doivent s'arrêter. Bien évidemment, on doit arrêter ça. Mais le vrai problème, c'est ça. C'est juste que les animaux sont dans des conditions de transport qui ne sont pas les bonnes. À part quelques exceptions, comme un hippopotame qui est dans une benne, c'est complètement inadmissible. Il y a des choses qui doivent purement et simplement s'arrêter tout de suite. Moi, j'ai conseillé, quand j'ai eu la chance de pouvoir voir une ministre de l'Environnement, c'est pas celle-ci, c'était avant, de dire, mais écoutez, la vraie solution, si on va arrêter ça, parce que de toute façon, on prend une loi qui va avoir effet 7 ou 8 ans plus tard. Eh bien, prenons un jour la décision d'arrêter la reproduction dans les cirques. Arrêtons la reproduction dans le cirque. On a une baignoire qui est pleine d'animaux. On ferme le robinet, la baignoire, elle finira par se vider naturellement. Voilà. Et aujourd'hui, dans les cirques, en France, il y a à peu près, je pense qu'il y en a près d'un tiers qui veulent arrêter avec les animaux parce qu'on le voit, on reçoit des appels, de gens qui disent c'est compliqué, on ne peut plus s'installer non plus dans les villes, ils ne veulent plus de nous, etc. Voilà, je cherche une place pour nos animaux. Et depuis que cette loi a avancé, on reçoit de plus en plus d'appels de gens
ceux qui aiment leurs animaux vraiment, qui nous disent bah, moi je voudrais trouver des places tant qu'il y en a. Voilà. Et ça, justement, Patrick, vous gérez ça comment, ce nouveau flux d'animaux qui rentrent, puisque les places sont limitées quand même chez vous, c'est pas, on ne peut pas pousser les murs. Donc, comment est-ce que vous arrivez à gérer ce nouveau flux d'animaux rentrants? Alors, je vais encore faire essayer de deviner. On gère ça. On gère. Alors, on reçoit beaucoup d'appels, jamais dans l'urgence, hein, des appels de gens du cirque, jamais dans l'urgence. Euh, c'est en disant bah voilà, j'ai presque plus d'animaux, ou alors j'en ai un qui est décédé, j'en ai perdu un. C'est l'occasion pour moi d'arrêter avec ceux qui me restent. Donc la tanière, on est en construction permanence. On construit sans l'argent de l'État pour l'instant. Euh, on construit pour accueillir. Euh, je, on a de la place encore pour construire. Il est hors de question qu'on arrive à un moment donné à un système où on va couper les enclos en deux pour en mettre deux, etc. C'est pas pour en mettre plus. On arrive à travailler, à faire beaucoup de mise en contact parce qu'on a des gens qui ont un savoir-faire. Donc, évidemment, quand on a un enclos, on peut mettre qu'un tigre, un grand enclos pour un tigre. Si on met un tigre sur 2000 mètres carrés, si on en met 4, il suffit de 3000. Il n'en faut pas 8000. Donc ça permet de gagner la place. La mise en contact chez nous est vraiment un moment important et quelque chose qui nous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On fait la mise en contact, ils sont dans des parcs petit à petit. Au début, ils ne se voient pas, ils font que se sentir. Après, il y a les grilles, ils peuvent commencer à se voir. Après, les grilles sont plus rapprochées, ils peuvent se toucher. Et puis, on finit par faire la mise en contact. Alors, quand on fait la mise en contact de tigres, de lions ou de carnivores comme ça, ben, on est tous autour avec des tankers s'il y a besoin, parce que les pistolets en balle à caoutchouc, parce qu'on sait qu'il va y avoir une bagarre, parce qu'il faut qu'il y ait un dominant. Notre but, c'est que la bagarre soit la plus courte possible et la moins méchante possible. Voilà. Et avec tous les animaux, ça se passe bien comme ça. Sauf avec les primates de labo, le primate est un peu plus sournois et peut faire semblant que ça se passe bien pendant 15 jours et au bout de 15 jours, casser la figure à l'autre. Euh, mais voilà. Donc, on construit, on agrandit, on fait des enclos. On replace beaucoup d'animaux, pas les animaux sauvages, mais les animaux domestiques, donc ça nous libère de la place. On replace beaucoup. On a ramené 200 ânes d'Israël qu'on a replacés, des vaches de laboratoire. On a même fait un jour 250 lapins dans un laboratoire. On a une puissance un peu sur les réseaux sociaux. Et donc ça a été assez aisé de replacer ces lapins. Je me souviendrai toujours d'une dame qui est venue un jour avec son lapin des Flandres dans les bras. Elle est venue avec son lapin pour choisir lequel elle allait s'entendre avec celui-là. Euh, et on replace tous ces animaux à chaque fois, à minima par 2, par 3, etc. Donc, on libère de la place sur les herbivores, les domestiques et les herbivores. Donc on a 20 hectares à la tanière, mais on a aussi des prairies, des champs en dehors qu'on loue à des gens ou que des gens nous prêtent, sur lesquels on a des animaux que l'on nourrit. Et on essaye petit à petit à la tanière d'avoir plus que des sauvages, du sauvage pour pouvoir en accueillir plus. Mais aujourd'hui, on a encore de la place et on peut encore construire. Puis on espère malheureusement devoir s'agrandir à droite et à gauche. Notre rêve, ça ne serait de pas pouvoir s'agrandir et qu'au contraire, il y ait besoin de fermer tout ça. Mon rêve à moi, c'est un jour de remplacer tout ça par des manèges pour les enfants. Et voilà. Je vous le souhaite, mais ça paraît effectivement un peu utopique pour le moment. Et donc, Patrick, il y a beaucoup de personnes, je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent des nouvelles de Léo, puisque on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu peux donner des nouvelles de Léo, puisque c'est vraiment une question qui revient beaucoup. Alors Léo, je vais rapidement rappeler son histoire. Ils sont deux. Ils sont Léo et Zampa. Ce sont des animaux qui ont 12 ans aujourd'hui. Ils sont nés en Espagne. Ils ont été enlevés le premier jour à leur maman, élevés de biberon pour être plus proches de l'homme. Ils ont été castrés bébés, ce qu'on ne doit pas faire. On doit d'abord attendre qu'ils soient grands. Et puis sur les animaux sauvages, on ne doit pas castrer. On va faire ce qu'on appelle une vasectomie, qui consiste à couper les canaux. Et du coup, leur crinière ne s'est pas développée. Ce sont des mâles, mais ils n'ont pas de crinière. Par contre, eux se sont énormément développés. Oui, ils sont énormes. Moi, je me rappelle les avoir vus. Ils sont masters. Ils sont énormes. Et, ils ont été dégriffés, comme c'est interdit, c'était fait par des charlatans, et beaucoup du problème vient de ça aujourd'hui. Et ils ont travaillé pendant 3 ou 4 mois sur les plages en Espagne pour faire des photos avec les touristes et dans les boîtes de nuit le soir. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes aussi à leurs yeux. Ils ont toujours vécu ensemble, jamais séparés. Ils sont pas frères. Et après avoir travaillé pendant quelques mois, ils ont changé de cirque 4 ou 5 fois.
jusqu'au jour où il y a un monsieur très gentil dans un cirque qui a dit, il y en a marre, il a roulé toute la nuit pour nous les amener. Euh, et c'était des animaux de foire qui emmenaient les voir pour leur taille, etc. Et suite à tout ça, ils ont eu beaucoup de problèmes. Et Léo donc, est paralysé du train arrière. Euh, on a eu, pour tout te dire, au mois d'octobre, novembre l'année dernière, je pensais que Léo ne verrait pas l'année 2023. Ça allait vraiment très mal. Et puis, on a fait appel aux plus grands spécialistes avec un nouveau vétérinaire, encore un grand spécialiste qui vient de nous rejoindre, Norinche. Et on a fait des séances de laser, des électrodes. On a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et là, dernièrement, on était dans une clinique spécialisée qui nous a reçus gentiment. Il y avait 12 vétérinaires qui étaient là. On a fait un scanner de Léo. On n'a pas encore tous les résultats alors qu'il est. Malgré tout, on a un peu d'espoir là. Là, on a un peu d'espoir. On attend les résultats, mais il semblerait qu'il y ait une infection qui soit développée du fait du dégriffage à l'avant. Il n'y a pas d'opération possible. Il y a pas de canaux bouchés. On a fait un scanner de tout. Il n'y a pas de caillots. On pense qu'on va peut-être pouvoir le soulager avec le laser, les électrodes qu'on peut lui mettre. Et notre souhait, parce que ce qui lui fera le plus grand bien, ce sera les rayons du soleil. Notre souhait le plus cher, c'est que notre Léo, il arrive au printemps, qu'il puisse aller dehors avec Zampa au soleil, vous pourrez le voir, au soleil, et ça lui fera le plus grand bien, malgré les massages que lui prodigue Paolo régulièrement. Depuis quelques jours, il s'est levé, il se lève de temps en temps, et surtout, mais c'est une vérité pour tous les animaux, mais pour les animaux sauvages encore plus, Léo, il mange. C'est un gros gourmand. Il mange jusqu'à 15 poulets par jour quand il a faim. Et il mange, et quand il voit la nourriture arriver, donc un animal qui mange, on sait déjà que c'est bon signe. Un animal sauvage qui mange, c'est encore pire. Et il y a quelques jours, souvent sur le parc, le week-end, je vois des gens, puis des fois, ils me demandent tous des nouvelles de Léo. Et là, comme on ne l'a pas mis en présentation, on ne montre pas un animal qui est malade. J'ai emmené des gens le voir derrière, et les gens, ils avaient un petit bébé de 3 mois dans les bras. Et mon Léo, quand il a vu le bébé, croyant certainement que c'était un bon poulet bien dodu, il s'est mis debout et il a fait des allers-retours pour surveiller le bébé. Donc tout ça, ça nous donne de l'espoir. Donc venez avec des bébés, on ira voir Léo, ça lui fera le plus grand bien. Pour la rééducation de Léo, venez avec vos bébés, vous avez compris le message. Voilà, donc on n'a pas encore de réponse formelle à fournir. On a beaucoup plus d'espoir qu'on en avait il y a un mois. Et on a vraiment une équipe, là, 12 vétérinaires, pas moins de 12 vétérinaires, qui se consultent, qui régulièrement font des points, presque au quotidien, pour trouver des solutions pour Léo. Et on va se battre jusqu'au bout. Bien évidemment, on fait attention à ce que Léo ne pas tomber dans l'acharnement, qu'il ne souffre pas. On sait mesurer la souffrance aujourd'hui avec la pression dans les yeux. Tant que Léo ne souffre pas, il a des médicaments anti-inflammatoires, des antidouleurs. Tant qu'il mange, on va continuer à se battre avec lui, sans aller dans l'acharnement. Mais c'est lui qui nous dit, allez-y, j'ai besoin. C'est lui qui nous dit, on y va. Voilà. Okay. C'est toujours l'animal qui nous dit. Bon, en tout cas, effectivement, tout le monde est très content et rassuré de voir les nouvelles de Léo, puisqu'il y a plein de commentaires qui passent. Du coup, Patrick, pour dire merci pour tout ce que vous faites pour lui, merci à Léo, donnez-nous des nouvelles, etc. Donc, bien sûr, vous pourrez continuer à avoir des nouvelles de Léo sur le compte de la tanière. Et donc, Patrick, on va peut-être parler également un petit peu des animaux de laboratoire. Oui. Parce que finalement, vous en avez beaucoup à la tanière, quand même. Oui, alors, les animaux de laboratoire, on a des vaches, on a d'autres animaux, mais on a surtout des primates. C'est 5 ou 10% des animaux de la tanière, mais dans mon cœur, c'est 30% ou 50% de la tanière. Et ça a commencé il y a 4 ans. On avait été contacté par une association qui fait un très beau travail en région parisienne qui s'appelle le Graal, qui avait organisé pour nous avec des grands laboratoires une réunion dans des hôpitaux à Paris. Beaucoup de laboratoires étaient là et aussi surtout le CNRS était là. Parce moi au début, tout novice là-dedans, ça avait tendance à me rassurer un peu. Je me disais, il n'y a pas de but lucratif comme dans les laboratoires. Même si j'ai beaucoup évolué là-dessus et que je pense qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui des laboratoires de trouver des solutions.
On nous a expliqué que, alors bien sûr, je ne parle que de laboratoire pharmaceutique, je ne parle pas de la cosmétologie, ça, il faut simplement Oui, oui. arrêter. Euh, et on nous a expliqué que sur certaines maladies, comme les maladies dégénératives, Alzheimer, Parkinson et d'autres, on n'avait pas d'autre solution que de tester sur du vivant à un moment donné. Ce que je veux bien admettre, parce que je n'ai pas encore appris qu'on avait remplacé le cerveau humain par un ordinateur. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit, on continue à tester, ça on ne nous l'a pas dit, mais on continue à tester comme on a fait, certains ont fait pendant des années sur des populations en Afrique ou ailleurs, ou alors on arrête simplement de faire de la recherche, mais on a quand même gagné 20 ou 30 ans d'espérance de vie. Je ne dis pas que c'est bien non plus, mais voilà. Euh, on a gagné des espérances de vie. Euh, ou alors, les plus extrémistes nous disent il n'y a qu'à prendre les prisonniers, les violeurs pour tester, mais ça, c'est pas à nous de décider de ça. Euh, et puis, ils nous ont dit, ben voilà, sur tous ces animaux qu'on utilise, il y en a un certain nombre dans les primates qui ressortent viables à la fin. Juste pour faire un petit rappel, on utilise en France chaque année 2 millions d'animaux pour la recherche en France. Oui, oui, c'est ça. Mais 60-70%, c'est pas un mec qui pardonne, mais 60-70% sont des rats, des souris, des animaux qui ont été élevés, nés pour ça, etc. Bon. Et puis, quand un chercheur ou un laboratoire décide de lancer un programme, c'est pas n'importe quoi. C'est déposé, c'est surveillé, il y a un conseil d'État qui regarde et le chercheur dit exactement ce qu'il va utiliser comme animaux, et si le programme va jusqu'au bout, l'étape finale, c'est les primates. Et puis, donc, quelques mois après cette rencontre, on nous a demandé si on pouvait faire une petite place. C'est une première hein, pour les laboratoires. C'est un tabou. Hein, voilà, Bien si... sûr, enfin, c'est le cas du Graal dont tu parles que je connais très bien, mais voilà. effectivement, c'est encore plus le cas Voilà. pour Voilà. Et quelques temps après sont arrivés les 10 premiers animaux de laboratoire qui venaient de différents laboratoires. Et parmi tout cela, il y avait ma cannelle, ma petite cannelle. Je me souviendrai toujours son arrivée. C'était au mois de mars, un soir, il était 19h, il faisait un peu, commençait à faire nuit, il pleuvait un petit peu. J'ai vu les portes du petit camion blanc s'ouvrir à l'arrière, comme ça, et j'ai vu les yeux de ma cannelle. Ses yeux m'ont traversé. Ses yeux m'ont traversé. Je suis resté scotché. J'ai envie de lui dire, Cannelle, c'est le premier jour du reste de ta vie, quoi. ouais. Cannelle, tu vas sortir de cette boîte. Je te jure que tu n'iras plus jamais dans une boîte. Cannelle, et comme tous les autres qui sont arrivés chez nous, pour la plupart, ils vont découvrir qu'ils ne sont pas seuls primates au monde. Imaginez, vous sortez d'une cage au bout de 15 ans, vous n'avez jamais vu un autre primate de votre vie. 15-20 ans pour un primate, ça correspond à 40 d'années pour nous. Imagine, tu sors à 40 ans d'une boîte, d'une chambre, d'une pièce, tu découvres que tu n'es pas tout seul humain. Pour l'instant, tu n'as vu que des singes. Ça rappelle un film, quoi. C'est... Et donc, ils sont rentrés tous en quarantaine. Alors là aussi, on voudrait bien que la législation évolue un petit peu parce que les quarantaines, c'est entre 1 mois et 3 mois, suivant ce qu'on sait de l'animal ou pas. Par définition, un primate de laboratoire, on sait tout sur lui. Donc, on voudrait bien que la quarantaine soit ramenée à 1 mois. Au bout de quelques temps, donc, Cannelle est sorti. On ne peut pas tout de suite les mettre dans des grands enclos de 300-400 mètres carrés. Ils seraient perdus. Ils sortent d'une cage. Ils sont dans la quarantaine qui est un peu plus grande. Et après, voilà. Donc, on avait réussi pendant la quarantaine à à la mettre avec Rufio. Rufio, qui est son ami maintenant. On dit que c'est son mari, même s'il ne faut pas de choses. Ils vivent pas dans le péché, ils sont mariés. Ils sont mariés. Ils sont mariés, voilà. Ils font pas de bébés. Hein. J'aurais pu dire au départ, tous les animaux qui rêvent à la tanière sont stérilisés. Il n'y a pas de reproduction. On estime que ça ne sert à rien de faire naître en captivité des animaux sauvages pour leur offrir que la captivité toute leur vie. Bon, maintenant, c'est un noir qui passe. Voilà. Tout à l'heure, il y aura un tigre. Ouais, j'attends l'éléphant qui va passer sur le téléphone, en fait. Et donc, on l'avait la veille, on la sort de la quarantaine. La veille, on la met dans son enclos. Donc, elle a une partie intérieure et une partie extérieure. On la met pour la laisser la nuit dans la partie intérieure, se calmer, etc. Et puis, le lendemain, c'était un grand jour pour nous. On ouvrait les cages pour ces 10 premiers primates de laboratoire. On ouvrait, ils allaient sortir, ils allaient découvrir l'air, l'eau, le vent, la pluie, le soleil. Oui, Cannelle avait été capturée dans la nature à 2 ans. Ah oui, c'était pas une primate qui a été élevée en captivité pour être vendue non. là-bas. Ah oui, d'accord. Capturée. On appelle ça des primates de Java parce qu'ils viennent de l'île de Java.
Et sur l'île de Java, c'est un des seuls endroits au monde où les primates ne sont pas porteurs de l'herpès. Sinon, tous les primates sont porteurs de l'herpès. Porteurs sains, comme nous des fois, mais Oui. porteurs. Et ça, c'est pas compatible avec les laboratoires. Donc, capturée dans la nature. Alors, elle a connu un peu la liberté, mais pendant 2 ans, bébé. Enfermée 19 ans, elle est entrée à la cage de labo, elle avait 2 ans, elle est sortie, elle a 21 ans. Et il y a Ruffio, il y avait plein de journalistes qui étaient là ce jour-là. Il y a Ruffio c'était une première, quoi, tout ça, en France. Ruffio est sorti en premier, a fait tout le tour comme ça de l'enclos, etc. Il est re-rentré et Canel est sorti avec. Il a été chercher Canel. C'est ok, tu peux venir. Tu peux venir. Et ils sont tous sortis comme ça. J'en profite pour dire que j'ai entendu qu'un parc en Bretagne avait accueilli 3 ou 4 primates de laboratoire également ces jours-ci là. Merci, merci. Si tous les parcs pouvaient s'y mettre, ça serait extrêmement facile à régler, quoi. On pourrait en sortir beaucoup plus. Et puis, tu sais, il n'y aurait pas eu le Covid, quelques temps avant le Covid, avec les laboratoires, avec les plus grands, ils étaient presque prêts à communiquer là-dessus. On avait franchi un pas. Et puis, il y a eu le Covid qui a tout cassé. Oui, ben, Et, voilà. Et je parlais l'autre jour avec un grand responsable d'un laboratoire qui me disait, vous savez, avant le Covid, on recevait 250 ou 300 courriers tous les jours, ou appels, ou mails, pour se faire rouspéter qu'on utilisait des animaux. Pendant le Covid, si on en recevait 10 par jour, c'est le bout du monde. Voilà. On a un peu résumé la pensée que j'ai. ouais, clairement, c'est malheureusement bien résumé, mais effectivement, c'est l'être humain, on va dire. Alors, allez, je vais vous parler 2 secondes, c'est plus rigolo pour détendre l'atmosphère, de nos lapins de laboratoire. On a un soir, c'était un dimanche soir, on était ici à la maison avec mon épouse, on avait bu un petit apéro, on avait regardé un truc à la télé, je sais plus quoi, et le téléphone sonne. On dit, est-ce qu'on peut vous mettre en relation avec un laboratoire dans le sud? Oui, oui, pas de souci. On lui dit, voilà, on a 250 bébés lapons, grands comme ça, ils sont nés cette semaine. S'il n'y a pas de solution, demain matin, le dessin est mauvais pour eux, quoi. Et il était 19h30. Et ils nous disent, mais vous avez le temps pour vous prononcer, vous avez jusqu'à 20h. Ah oui, ça laisse beaucoup de temps de réflexion, effectivement. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Si je dis non, on dit non, on les prend pas avec mon épouse, avec Francine, on dort pas de la nuit, quoi. Ouais. On dit oui, on les prend, mais on dort pas de la nuit non plus. Oui, parce que c'est pas un lapin, c'est 250 lapins. Il va falloir expliquer ça à tout le monde, aux autorités, à tout le monde. Puis on se dit en même temps, 250 lapins, à replacer, c'est rien. À replacer, c'est rien avec la puissance des réseaux sociaux. Oui, mais ça fait du monde quand même, quoi. Oui, Enfin, alors, bien, quoi. et pourquoi ces lapins ont été amenés à sortir, c'est qu'il y a 1 ou 2 chercheurs là-bas qui s'étaient pris d'amour pour ces petits lapins parce qu'ils avaient été croisés avec des béliers, ils avaient tous une oreille comme ça, une oreille comme ça. Ah ouais, trop chou. Alors, ils étaient tout petits. Alors, aujourd'hui, on a des gens qui qui nous ont envoyé des photos, ils sont énormes. Ils font tous 6 kilos, 7 kilos. Et donc, on a passé des annonces sur les réseaux sociaux. On a eu 3 fois plus de demandes qu'on avait de lapins à placer. Et pourquoi on les a placés? Parce que je suis pas contre le fait que les gens aient des animaux chez eux. Que les gamins ils aient un chat, un chien, un lapin, c'est extraordinaire. Qu'ils en prennent 2, parce que s'il est tout seul la journée, il va s'embêter. Qu'ils en prennent 2, c'est bien. Pour un gamin, un chat, un chien, un lapin, c'est un doudou, c'est un confident. Ils lui racontent plus de choses à lui qu'ils en racontent à leurs parents. Euh, et voilà, c'est extraordinaire. Et on à la taille de l'appartement ou de la maison que l'on a. Un lapin, c'est assez facile. Si on a un petit bout de jardin dehors, on les a donné à des gens qui ont des bouts de jardin, il peut sortir, on lui fait un petit enclos, il rentre le soir, il est heureux comme tout. Il n'est pas tout seul, ils sont 2 en plus. C'est magique. Moi, j'en ai pris un ici parce que personne ne le voulait, celui-là, il était là. Et, et voilà, et on a sélectionné les gens, pour la plupart, on les a stérilisés avant, parce qu'il faut stériliser les mâles et les femelles, parce que les lapines, si on ne les stérilise pas, après, elles attrapent des cancers de l'utérus. Et je me souviens de ce soir-là, juste après avoir accroché avec ce laboratoire, j'ai appelé une de mes vétérinaires. J'ai dit, il te faut combien de temps pour stériliser un lapin? On me dit, 1 heure. Je dis, et s'il y en a 250? Et les donc, on les a identifiés, on a mis une puce, enfin, on a fait tout ce qu'il fallait. On a demandé aux gens 50 euros, ce qui ne payaient pas les frais, mais c'est pour être sûr que ça coûte plus cher que d'aller en acheter un pour le manger. Oui. Et aujourd'hui, les gens C'est nous vrai envoient qu'il faut régulièrement. penser à ça aussi. C'est vrai que Ah ben, il faut penser à tout. il faut penser à tout. Faut penser à tout. Tu sais, alors, voilà, nos lapins, c'est un peu plus rigolo, mais par exemple, quand ça nous arrive de perdre
2 fois, ça nous est arrivé de perdre un tigre ou une tigresse, parce qu'ils arrivaient malades, etc. Et on faisait au mieux, mais puis la vieillesse aussi. Quand un tigre ou une tigresse part faire le carissage, on lacère la peau, on coupe un peu la tête pour que personne récupère la peau. La fourrure, ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est Patrick, en fait, tu vois, c'est passé hyper vite et il va falloir le refaire parce que tu vois, on a quand même plus de temps qu'à la télé, mais finalement, ça passe quand même très vite avec tout ce qu'on a à se dire. Et Patrick, il reste 10 minutes. Et je te propose quand même que ces 10 minutes, on les consacre un peu à comment aider le zoorefuge de la Tanière, parce qu'il y a plein de moyens finalement pour aider. Et donc, on puisse quand même en parler pendant ces 10 minutes restantes sur comment vous aider concrètement. Alors, à la tanière, c'est séparé en deux, la tanière. Il y a une quinzaine d'hectares qui sont visitables par le public, où il y a des animaux qui sont soignés, qui sont en bonne santé, etc. Et puis il y a aussi toute une partie off, où il y a des animaux qui sont en soins, en attente de replacement, etc. Donc, et cette partie on visible est financée par les entrées du public, parce que la loi française est assez compliquée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de profiter de la générosité du public pour un animal qui est visible du public et qui a payé un billet d'entrée. C'est un peu donc l'exercice est toujours limite. Alors la billetterie, donc première solution pour venir nous aider, c'est de venir nous voir. D'abord, c'est celle qui nous fait énormément plaisir parce qu'on est content de vous voir sur le parc. On y est. Venez en famille. Si vous êtes en région parisienne, on n'est pas loin. Si vous êtes plus loin, en passant un jour ou l'autre par là, vous venez nous voir. Vous êtes sur notre site. Vous pouvez nous aider aussi en achetant vos billets d'avance. Les billets sont valables 5 ans. Donc, vous pouvez acheter vos billets d'avance. Ça nous aide parce que c'est vraiment dans ces mois d'hiver qu'on a besoin. Ça laisse le temps de voir venir, effectivement. Voilà. Donc, mais les gens le savent. Les gens qui viennent chez nous, quand ils achètent une canette à boire, qui prennent un truc à manger, parce qu'on peut se restaurer chez nous, etc., ils savent que ce n'est pas pour des actionnaires. C'est tout pour les animaux. Il n'y a pas de fonds de pension qui détient tout ça. Il y a pas, voilà, c'est tout pour les animaux. Donc, c'est la première façon de nous aider. Ou de venir aussi à une de nos activités, puisqu'on vient de lancer, là, début février, les journées de soigneurs, les demi-journées ou les journées de soigneurs, où les gens peuvent venir s'inscrire sur le site aussi. Ils payent pour ça, et ils passent une demi-journée, une journée avec les soigneurs. Ceux qui viennent le matin assistent au briefing de tous les soigneurs le matin, c'est très intéressant. On fait un point, il y a les vétérinaires et tout ça. Et après, ils partent sur les secteurs, ils choisissent le secteur sur lequel ils veulent aller, sauf que là, on a une période de grippe aviaire, donc on a enlevé le secteur oiseau, là, provisoirement, à cause de la grippe aviaire. Et donc ça, c'est des façons de venir nous aider. Des gens qui viennent fêter leurs anniversaires à la tanière aussi. On a des formules pour venir fêter son anniversaire. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour aider toute la partie off, les animaux qui sont en soins, le matériel médical dont on a besoin, les sauvetages. Quand on part en opération, par exemple, chercher 46 animaux, on est 30 personnes avec des camions, des semis, etc. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il y a les dons. Donc il suffit d'aller sur notre site, de suivre, si vous faites un don, c'est très facile avec une carte bleue ou même en envoyant un chèque, tout est expliqué sur le site. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les dons que vous nous faites sont défiscalisables. C'est-à-dire quelqu'un qui nous donne 10 euros, ça lui en coûte 6, quelqu'un qui nous donne 30 euros, ça lui en coûte 10, et ainsi de suite après la réduction d'impôt. C'est quand même très important. Donc les dons sur le site, les dons par chèque. On a aussi besoin de dons en matériel, c'est-à-dire qu'on a besoin de matériel tout le temps, de pelleteuses, de chariots télescopiques, de choses comme ça. S'il y a des fabricants d'aliments qui nous regardent, on est preneur aussi de tout ça. S'il y a une palette de graines, des choses comme ça, on prend tout ça, des abattoirs, etc. On prend tout ça. Il y a des gens aussi qui fabriquent des petits objets qu'on peut vendre à la boutique aussi. Des dames cette semaine qui m'ont amené des petits nounours extraordinaires qu'ils avaient tricotés, qu'on puisse les vendre. Et justement, Patrick, parce que c'est une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires. Est-ce que vous acceptez les bénévoles à la tanière? Là, j'ai pas compris, je peux pas deviner. Je te disais, c'est une question qui est beaucoup revenue en commentaire. Est-ce que vous acceptez les bénévoles? Là, je peux vraiment pas deviner. Bon, continue. Les bénévoles? Oui. Oui, alors donc il y a 80 salariés et il y a beaucoup de bénévoles. Et on a quelqu'un qui s'occupe des bénévoles. Donc il faut aller sur le site aussi pour s'inscrire en bénévole. Alors, quand on dit bénévole, c'est-à-dire, alors les bénévoles d'abord s'occupent des animaux domestiques, des vaches, moutons, cochons, chevaux, etc. On n'a pas le droit et puis c'est dangereux de s'occuper des autres. Mais on a besoin parce que les animaux domestiques, c'est les vaches, les chevaux, ça, ceux qui demandent le plus de travail. Et sur les animaux domestiques, 80% du travail d'un soigneur, c'est de ramasser les crottins et de nettoyer. Oui, donc là, on a besoin de bénévoles. Et dans les dons,
parmi les plus jolis qu'on a eu un jour. Les plus jolis et les plus insolites aussi. Je me souviendrai toujours d'un jour d'un petit gamin qui a traversé toute la tanière pour venir me voir. Il avait 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus. Il m'a amené son billet de 5 euros qu'il avait donné à la petite souris. Et alors, je lui ai dit deux choses. D'abord, la petite souris a été généreuse, hein, 5 euros. Puis j'ai dit, on va rester en contact parce que des dents, t'en as plus que 5, t'en as plus qu'une, t'en as plein. Donc, on va pas se faire de vue. Il y a aussi une petite jeune fille, Lisa, puis d'autres maintenant, que ça a fait tache d'huile, qui chaque année, pour son anniversaire, au lieu de demander des cadeaux à ses copines, quand elle organise une petite fête, elle leur demande des sous pour la tanière. Euh, un peu moins gay. C'est arrivé 2 fois déjà. Un monsieur qui vient nous voir, qui nous dit voilà, mon épouse est décédée et j'ai demandé aux gens des chèques pour la tanière plutôt que des fleurs à l'enterrement. On a plein de choses comme ça. C'est quand même, effectivement, c'est une belle façon finalement de rendre hommage aussi à la personne disparue. Justement, est-ce que vous acceptez les legs ou pour cela, il faut attendre que vous soyez fondation pour ça? Je sais pas. Je sais pas C'est pas grave. Alors, je sais pas. T'inquiète. J'ai cru comprendre que c'est une preuve. Oui, c'est une preuve de reconnaissance. C'est une preuve de ça. Et puis on a aussi maintenant un certain nombre de gens euh, un peu plus âgés ou pas, qui n'ayant pas d'enfants, nous ont mis sur leur testament. Ils sont tous vivants aujourd'hui, tant mieux. Ça sera pour beaucoup plus tard, j'espère. Mais qu'ils ont mis sur le testament et qui nous disent plutôt que de donner tout ça à l'État, vu que j'ai pas d'enfants, autant que ce soit vous qui en profitiez. Donc l'avenir de la tanière est assuré. Sauf que là, c'est vrai qu'on passe des moments un peu difficiles jusqu'à rejoindre la saison au mois d'avril. Donc on a besoin de la générosité de tout le monde. Et encore une fois, il n'y a pas de petit don, quoi. Chaque euro, chaque don va pour cette cause animale. Vous savez, quand je disais tout à l'heure que Léo, mais il n'est pas tout seul, Léo, on a plein de fauves. Il mange 15 poulets par jour. Ben voilà, faites le calcul. La tanière, tous les matins, quand on tourne la clé, il faut 15 000 euros. Tous les matins, quand on tourne la clé. Nourriture, salaire, soins, etc. S'il ne se passe rien de spécial cette journée-là, s'il ne se passe rien, si on doit partir en opération, ben voilà, on augmente les frais. Alors, on a beaucoup de gens qui nous aident, hein, des concessionnaires qui nous mettent à disposition des véhicules. Voilà, on a un certain nombre de plus en plus d'entreprises. On n'a pas encore trouvé un gros mécène entreprise. Voilà, ça, on le cherche. On ne veut pas non plus que ce soit dans n'importe quelle branche aussi. Voilà. On a trouvé, j'avais trouvé un jour, on a Oliver qui est un petit léopard, un très grand fabricant de bijoux qui a pour symbole une panthère, il ne faut pas le nommer, qui me disait, mais nous on veut bien sponsoriser Oliver, mais il faudrait lui mettre un collier en diamant et des trucs comme ça et qu'on fasse des photos. Et on n'a pas pris l'argent. Je comprends. On n'a pas pris l'argent. Donc oui, on a besoin de tout le monde. Les temps sont difficiles. La tanière, c'est un projet qui nous surprend chaque jour. Il y a de plus en plus de demandes chaque jour. C'est du cœur, il y a du rire, il y a des pleurs. Vous pouvez aussi aller sur notre site, sur notre e-boutique, acheter des objets, acheter le livre que l'on a fait. C'est un livre où vous allez vraiment passer un très très bon moment. Et voilà, donc tous les moyens pour nous aider sont bons. J'étais ce matin en visioconférence avec une école. On a de plus en plus d'écoles avec une école qui organise une kermesse, un truc pour nous. On était le jour dans une autre école où les gamins, ils avaient couru dans la cour pendant toute la matinée. Ils avaient amené des pièces de 10 centimes chacun et à chaque tour, ils mettaient des pièces de 10 centimes. J'en ai même eu une qui avait un bras dans le plat, mais qui courait quand même, l'autre avec des béquilles. Et c'est des moments, voilà, c'est des moments extraordinaires. Et parce que je vois elle tourne, on était dans une école l'autre jour. Alors, c'était des petits, ils devaient avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et puis, ils voulaient qu'on leur parle des lions, des lions, des lions. Alors, je leur parle des lions et je leur dis, vous savez, dans la nature, le papa lion, c'est un gros feignant, il fait pas grand-chose. C'est la maman lion qui va chasser, c'est la maman lion qui fait tout. Le papa lion, il passe son temps à dormir. Et il y a un petit gamin qui a levé le doigt, il dit, bah alors c'est comme les vrais papas. C'est encore assez ça, même si ça change, mais c'est encore un peu ça. Patrick, on va devoir rendre l'antenne. Les amis, vous l'avez compris, vous pouvez aider la tanière de plein de manières différentes, hein, que ce soit les dons, devenir bénévole, effectivement acheter des produits sur la boutique. Donc surtout, allez-y. Partagez également les posts sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la tanière sur Twitter, Facebook, Instagram. C'est hyper important. Ça permet à la tanière tout simplement d'avoir une communication plus grande et toucher le plus de gens possible. Et bien sûr, allez visiter cet endroit incroyable qui a été créé tout simplement par Patrick et Francine. Allez-y, moi j'y ai été, j'ai vraiment adoré. Donc je vous le recommande vraiment.
Patrick, merci beaucoup d'avoir partagé cette heure avec nous tous et bravo à vous deux pour tout ce que vous avez fait. Je vois qu'il y a plein de lives, Merci à toi. effectivement. Il y a plein de liens en commentaire, donc n'hésitez pas à aller les voir. Vous avez bien sûr toutes les infos sur le site ou encore les réseaux sociaux de la tanière. Nous, on se retrouve mardi prochain et vous pourrez trouver bien sûr tout le live dès demain sur le site foupets.fr qui est le site des passionnés d'animaux de compagnie. Patrick, bon courage, je te dis à très vite et merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous, merci à toi, on vous aime très fort. C'est pareil, c'est plus que partagé. Ciao, ciao, bonsoir à tous.